Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, intervention de Cissé Mariam de la JFPI. Et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, intervention de Cissé Mariam de la JFPI. J'ai pris ces 4 mois de détention comme une expérience. Et j'aime à le dire, une belle expérience. Parce que on apprend, on comprend bien qu'on fait bien de mener le combat. Parce que nous avons été arrêtés, j'ai été arrêté avec d'autres camarades, et nous savons que nous avons été arrêtés pour des raisons non justifiées. Donc, ça nous conforte dans notre position de toujours nous battre pour les libertés, pour la défense des libertés. Donc, je prends ça comme une belle expérience et un élément important pour mon CV politique. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de vos camarades avec lesquels vous avez été arrêtés qui, eux, sont encore toujours détenus? Oui, bien sûr. Comment se portent-ils? Est-ce qu'ils ont le moral haut? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Un combattant reste toujours debout. Mais les conditions de détention sont difficiles. Sont difficiles. C'est une réalité. La direction du FPI prend toutes les dispositions pour qu'ils puissent bénéficier du nécessaire. Mais les conditions de détention sont difficiles pour les camarades. Je tiens à saluer ces dignes combattants. C'est comme on aime bien les appeler, les ouvriers au combat. Le camarade Kwa Justin, qui a donné de sa vie et de sa jeunesse pour mener ce combat depuis 2011. Je tiens à saluer ce digne combattant qui vit une situation difficile au camp pénal de Bouaké. Juste après mon arrestation, je suis passé voir ces 2 camarades, Aïe Nestor et Kwa Justin. Le moral est haut. Mais nous devons continuer à nous battre pour que ces camarades puissent retrouver la liberté. Il faut que le camarade Kwa Justin soit dehors. Il faut que le camarade Aïe Nestor, premier secrétaire national de la jeunesse du Front populaire, soit dehors. Et tous ces camarades, ces jeunes, ces hommes épris de liberté qui ont été emprisonnés, il faut que toutes ces personnes puissent retrouver la liberté pour qu'enfin la réconciliation soit faite en Côte d'Ivoire. On va évoquer avec vous, si vous le souhaitez, la situation politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, ainsi que moi qui ai l'honneur aujourd'hui de vous interviewer. Alors, selon plusieurs observateurs politiques, la Côte d'Ivoire tourne aujourd'hui au ralenti suite à la crise politique qui a frappé ce pays, mais en plus, par manque de réconciliation entre les Ivoiriens qui désormais se regardent en champ de faïence. Alors, pour vous qui débarquez de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que la Côte d'Ivoire se porte? La Côte d'Ivoire se porte mal. S'il y a encore des prisonniers politiques, plus de 400 prisonniers politiques détenus sur tout le territoire ivoirien, dans toutes ces prisons, on pourrait encore continuer de dire qu'il y a raison d'interpeller la communauté internationale qui a imposé Dramane Ouattara au pouvoir. Et nous le disons sans état d'âme, sans peur que Dramane n'a pas été élu. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas la légitimité, c'est tout à fait normal que tu aies une attitude de dictateur. Donc, nous ne sommes pas étonnés. Nous espérons qu'avec tout ce combat que nous menons, la Côte d'Ivoire va retrouver sa démocratie. Sa démocratie, nous espérons avec détermination que cela va arriver. Merci beaucoup. En plus, vous êtes maintenant vous êtes membre de la direction du FPI et vous savez très bien la crise qui a secoué votre parti. Et quel est l'appel que vous pourriez lancer, par exemple, à ceux qui ont décidé de faire cavalier seul avec Affi N'Guessan, puisque vous êtes avec Aboudraman Sangaré? Il n'y a pas un appel particulier à lancer à des camarades. Il y avait 2 lignes qui s'affrontaient. Il y avait la ligne de ceux qui se battaient pour la souveraineté du pays et ceux qui pensaient que, comme le disait l'ancien président qui a été radié au congrès de Mamao, était élu à la majorité, le président Laurent Gbagbo, qui sont dans une logique de soumission. Or, le FPI, dans ses statuts, nous avons décidé de nous battre contre toute domination interne et externe. Donc, logiquement, si tu t'inscris dans ce combat, tu reviens à la maison. Si tu ne t'inscris pas dans ce combat, tu fais cavalier seul. Personnellement, moi, j'avoue que j'ai... Pour vous, la page Affi N'Guessan est tournée et vous regardez devant. Je n'en parle même pas. Parce que le camarade a été radié. Il n'est plus militant du FPI. Nous parlons avec les militants du FPI. Et nous pouvons aussi nous associer à certains démocrates qui sont engagés pour la lutte pour la souveraineté de notre nation, de notre continent, c'est tout. Alors, vous êtes en France. D'ici là, vous allez aller à La Haye pour assister au procès du président Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous appréhendez ce moment important pour la Côte d'Ivoire et surtout pour l'Afrique aussi, puisqu'aujourd'hui, la mobilisation est totale pour que Laurent Gbagbo puisse recouvrer la liberté?
Nous partons avec une ferme volonté de démontrer à la communauté internationale que le président Laurent Gbagbo est un digne fils de l'Afrique. Et nous savons qu'il sera libéré. Parce que depuis plus de 5 ans, cette communauté internationale tourne en rond. Et comme Gbagbo le dit, ils gèrent leur honte. Et nous savons pertinemment que le président Laurent Gbagbo retrouvera sa liberté. Et nous espérons retourner avec le président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Merci. Cissé Mariam, avant de nous quitter, est-ce que vous avez un mot particulier à adresser à tous les militants de votre parti, de la diaspora, qui certainement seront heureux de vous voir sur le plateau de 20 minutes TV? Ce que je peux dire déjà, je dis merci à tous ces militants et militantes et surtout les camarades de la diaspora qui sont restés mobilisés et déterminés pour le combat dans lequel nous sommes engagés et qui m'ont soutenu durant toutes ces périodes de détention. Au sorti, j'ai pu lire des messages de solidarité, de soutien, de compassion. Je tiens déjà à leur dire infiniment merci pour ça. Et je leur demande de continuer à résister. Résistons, parce que nous avons la vérité avec nous. Et comme le président l'a dit, nous irons jusqu'au bout afin que la vérité soit faite à la CPI. Et c'est l'Afrique qui va gagner. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, grogne des agriculteurs en France. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle grogne des agriculteurs. Depuis mercredi après-midi, des éleveurs bretons se sont réunis pour protester à nouveau contre la baisse des prix de la viande. Avec leurs tracteurs, ils ont bloqué jusqu'à ce jeudi matin la Nationale 12 entre Rennes et Brest. Les forces de l'ordre ont évacué le barrage dans le calme. La route est toutefois restée bloquée le temps de réparer le bitume et les barrières de sécurité dégradées pendant le rassemblement. En fin de matinée, les agriculteurs ont tenté de bloquer d'autres secteurs. Désespérés, les agriculteurs ne voient pas la sortie du tunnel. Quelques mois après la manifestation nationale de septembre, leur sort n'est toujours pas plus reluisant. Le plan annoncé par Manuel Valls à la rentrée n'a pas eu d'effet sur la crise qui frappe de plein fouet les éleveurs français. Pour eux, si la situation ne s'améliore pas, c'est bel et bien le droit de consommer de la viande française qui va s'évanouir. Matignon avait promis 3 milliards d'euros d'investissement sur 3 ans pour la filière. De même, la totalité des aides, régionales, nationales et européennes, devait s'élever à quelques 350 millions d'euros par an. Le remboursement des dettes bancaires des éleveurs, souvent contractés pour la mise aux normes de leurs exploitations, avait été suspendu pour une année blanche. Au-delà des deniers déversés sur la filière, déjà en sursis grâce aux subventions diverses et variées, aucun bouleversement de fond n'avait été entrepris. Les normes, toujours plus contraignantes, pour ne pas dire insensées, n'ont pas été discutées. Seul un moratoire avait été prononcé jusqu'à février 2016. Demain, en somme, de leur côté, les industriels et la grande distribution ne s'en laissent pas compter et la baisse permanente des prix semble impossible à enrayer. Exemple, un accord était prévu pour la filière porcine afin de fixer le prix à 1,20 € le kilo. Il est aujourd'hui à moins d'1,10 €, obligeant les éleveurs à produire à perte et à mettre parfois la clé sous la porte. Ainsi, l'agriculture est, comme bien d'autres secteurs, une filière qui échappe aux politiques. Les mesures prises au coup par coup agissent comme des perfusions cycliques pour sauver de l'agonie un système qui n'est plus viable. En effet, seule une refondation et une totale remise à plat de l'organisation du secteur pourraient permettre de retrouver un nouveau souffle, mais ce n'est pas certainement Bruxelles qui détient le masque à oxygène. Et pour finir, France Toujours, Marc, Calaisien, témoigne. Marc est dans le Pas-de-Calais. Bonjour Marc. Bonjour Monsieur Bourdin. Je dis, un grand kit polaire. Hein, ouais. Merci. Je sens que c'est un témoignage de colère. Ouais. Marc, jeudi dernier, vous étiez à Calais. Non, en fait, voilà, jeudi dernier, donc en fait, j'étais sur mon lieu de déplacement, hein, puisque je suis un monsieur qui s'en va toutes les semaines en déplacement. Oui. Mon épouse m'a appelé complètement affolé, donc elle a emmené mes enfants au judo. Hein. Oui. Et ce jour-là, elle était un peu à la bourre et elle a pris un tronçon d'autoroute. Voilà. Autour de Calais, hein? Un tronçon d'autoroute, oui. Voilà. 4h30 de l'après-midi, en plein jour, des centaines de migrants qui bloquaient la circulation, qui tentaient de monter dans un camion, qui essayaient d'ouvrir les portières des gens. Mon épouse, la voiture devant elle, une pauvre dame, elle n'avait pas fermé ses portes. Ils lui ont volé son portable, son sac. Donc vous imaginez un peu la scène. J'ai mes 3 enfants, le plus âgé, il a 11 ans et demi. Vous êtes entouré de dizaines de migrants en colère, qui
tapent sur votre voiture. Voilà, ça c'est... Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. J'habite avenue Georges Wissol, c'est une rue en face de la mairie. Le jour de Noël, on a eu 2000 migrants dans la rue qui nous ont cassé toutes les voitures. On n'a même pas pu emmener les enfants au jardin public qui se trouve juste en face. Voilà, pour leur faire essayer de leur jouer. Voilà, d'ailleurs, Madame Bouchard doit nous payer les franchises des réparations, on attend toujours. Voilà ce qu'on vit un peu sur Calais au quotidien. Les gens sont pas forcément racistes, on est 74 000. Mais voilà, il y a un ras-le-bol général. C'est que tous les jours, on a des agressions. Mon fils va à un collège République. Ils ont été mettre le bureau de l'immigration à 20 mètres, ce Bourdin, juste en face. Donc, quand vous avez les élèves qui sortent, ils doivent se frayer un chemin à travers les migrants. Voilà. Et encore hier soir, une personne âgée qui s'est fait agresser pour lui ont pris son vélo. Non, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va dans la rue. Dimanche prochain, on va encore manifester. Vous avez manifesté hier, Marc? Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et dimanche prochain, oui, pacifiquement. Comment voulez-vous manifester? Voilà. Et dimanche prochain, vous retournez dans la rue? Et dimanche prochain, on retourne dans la rue, puisque malheureusement, on n'a plus que ça à faire. On va quand même pas prendre des armes. Hein, on n'est pas des sauvages. Non. Mais nous... C'est jamais la solution. Moi, je veux bien comprendre ces gens. Je les comprends. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà. Mais vous savez, l'impression qu'on a sur Calais, c'est qu'on est abandonné. Ces gens-là sont quasiment jamais arrêtés. Ou alors on les relâche de suite. Ils ont tous les droits. Est-ce que vous savez que dans Calais, tous les commerces s'y licencient ou ferment ou ont des difficultés? Et eux, vous allez dans la jungle, et ça je vous le garantis que c'est vrai parce que j'ai vu de mes yeux, ils ouvrent des restaurants, ils ouvrent des bars, ils ouvrent des tabacs, mais au vu aussi de tout le monde, et personne ne leur dit rien. Voilà, on a l'impression qu'en fait, ils ont tous les droits. Voilà. Et ça, c'est plus normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Et toute la population a un ras-le-bol. Les routiers. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des routiers qui se sont retrouvés avec des barres de fer plantées dans le pare-brise? Non, mais on est en France. Ils ont caillassé un bus scolaire qui est rentré en Angleterre. Il y a 3 semaines, à l'heure de la rentrée, ils ont envahi, des dizaines de migrants ont envahi une école maternelle à Marc. Est-ce que vous imaginez les gamins? Parce qu'ils étaient coursés par les CRS. D'ailleurs, je salue, et eux aussi n'en peuvent plus. La police n'en peut plus. Voilà. À Calais, si on veut plus des migrants, c'est parce qu'on n'en peut plus, c'est tout. Voilà. Mais la population n'est pas forcément raciste. On n'est pas des fachos. Mais voilà, au quotidien, c'est très difficile. Et alors la réponse, je sais bien que la réponse n'est pas à Calais, mais elle est où? On me le dise. Elle est où? Est-ce que vous vous rendez compte que moi, je suis obligé de rentrer en urgence parce que mes enfants, ils ont été terrifiés. Toute la nuit, on a dû les consoler. Voilà ce qui se passe à Calais. Eh bien, merci Marc d'avoir appelé. Oui. D'avoir témoigné et je vous ai donné je vous ai donné la possibilité de le faire parce que j'entends pas ça ailleurs. Hein, oui. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je pense que Mme Bouchard va sûrement réagir et on verra bien. C'est pas vrai. C'est sûr et certain. Voilà, en même temps, vous lui demanderez pour nos franchises des véhicules qu'on attend encore. Voilà, M. Bourdin. Merci Marc, dans tous les cas. Je vous en prie. Merci. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.